jusque-là vont peut-être plaire ou ne pas plaire. On va parler de projet de la loi de finances qui est en train d'être examiné au niveau de la Chambre des députés. Nous avons l'immense plaisir d'avoir au bout du fil le professeur d'économie Sirida Shkondeli. Bonsoir Sirida. Bonsoir Simandre et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, Sirida, nous allons parler de ce fameux projet de loi de finances, mais également du budget de l'État. Et il y a pas mal d'intervenants sur les réseaux sociaux et également sur les médias qui dénient le fait que ce projet n'a pas de vision, il n'y a pas de vision macro-économique derrière ce projet. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a réellement une vision macroéconomique derrière le projet de la loi de finances 2026? Oui, alors la nouveauté de ce projet de loi de finances de 2026 est qu'il s'inscrit dans le cadre du nouveau plan de développement économique et social 2026-2030, oui, qui normalement devrait prendre en considération les propositions du Conseil national des régions et des districts concernant la vision Tunisie 2030. C'est bien l'objectif. C'est-à-dire la vision économique et sociale de la Tunisie pour les 5 prochaines années. Et le budget économique de 2026 représente, quant à lui, l'application de cette vision, l'application du plan de développement 2026-2030 dans sa première année, en 2026, en vue de mettre en œuvre les objectifs de ce plan pour une année. Et la loi de finances 2026 devrait comporter les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs pour une année, celle de 2026. L'année 2026 est la première année de mise en œuvre du plan quinquennal 2026-2030. La première année de la mise en application de la vision Tunisie 2030 doit être l'année des mesures audacieuses. Oui, charnière. Des mesures très fortes qui pourraient provoquer un véritable choc dans une économie en stagflation depuis des années, comme celle de la Tunisie. Notre économie est en sommeil profond. La croissance depuis des années est très faible et l'inflation est très élevée. Malheureusement, on ne trouve pas ces mesures audacieuses dans le projet de loi de finances qui pourraient provoquer un véritable choc dans l'économie, mais plutôt des mesures purement comptables. Le budget de l'État, quant à lui, évalue les mesures entreprises dans le cadre du projet de loi de finances en vue d'assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'État. Par conséquent, le Parlement devrait tout d'abord discuter du plan de développement économique et social 2026-2030 et donc de la vision Tunisie 2030. Dans une deuxième phase, le Parlement devrait passer à la discussion du budget économique pour décider de la dose de mise en œuvre de réformes au cours de la première année d'application du plan, celle de 2026. La troisième phase consiste à discuter du projet de loi de finances pour cerner les mesures qui permettent de concrétiser la vision pour l'année 2026. Et dans une dernière phase, la discussion devrait porter sur le budget de l'État en vue d'évaluer financièrement les mesures proposées dans le projet de loi de finances et d'assurer un équilibre financier entre les recettes propres et d'emprunt d'une part et les dépenses de l'État de l'autre part. Alors, Sirida, vous parlez de conditionnel, là. Comment? Vous citez cela au conditionnel. En conditionnel, bien voilà, entendu. Vous dites devrait. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, et cela suppose une étroite coopération entre le ministère des Finances et le ministère de l'Économie et du Plan. Malheureusement, cette méthodologie de discussion de ces 4 documents n'a pas été suivie par le Parlement. Probablement, le problème réside au niveau de la coordination entre le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, qui n'ont pas respecté cette méthodologie, puisque nous constatons que le premier document qui a été desservi au Parlement est celui du projet de loi de finances. Et puis le deuxième document, c'est le budget de l'État. Et enfin, le budget économique. Le Parlement se trouve alors contraint de discuter d'abord le projet de loi de finances et ensuite le budget économique sans connaître la vision ni sa mise en application pour l'année 2026, c'est-à-dire sans avoir le document du plan quinquennal, ni le document du budget économique 2026. Ensuite,
Le Parlement se trouve contraint de discuter le budget économique de 2026 sans avoir le document du plan quinquennal, qui malheureusement n'est pas encore prêt. Cela a été dit par le ministère, la ministre, la présidente du gouvernement dans son discours devant le Parlement. Et donc, toute la discussion au niveau du Parlement a été faite sans vision. Les députés ne savent pas ce qu'on veut exactement de ces mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances. Où on veut aller exactement, cela explique probablement certaines dérives au niveau de la discussion du projet de loi de finances vers des discussions marginales comme celles portant sur la polygamie, par exemple. On entend des discussions qui sont marginales, vraiment, qui n'ont rien à voir avec le tout à projet fait. de loi de finances. Et Tout à donc, fait, on voit clairement Mhm. qu'il n'y a pas de vision. La vision se trouve dans le plan quinquennal. Le plan quinquennal n'est pas encore prêt. Et donc, on est en train de discuter sans aucune vision. Oui, mais Sylvain, dans ce projet de loi de finances, il y a quand même des slogans. Il y a des slogans ou des objectifs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, là? Oui, certes, il s'agit des slogans et non pas des objectifs. Les objectifs sont généralement chiffrés. Doivent être mesurables. Je ne sais pas combien, taux de chômage, je ne sais pas combien, taux d'inflation, etc. Mais on ne trouve pas tout ça, on ne trouve que des slogans. Les slogans concernent essentiellement la souveraineté nationale, l'État social, le compter sur soi, la justice sociale, etc. Mais on ne voit pas des objectifs clairs. Ce que l'on voit exactement, c'est le contraire. C'est un calcul comptable des recettes fiscales sur la base d'un taux de croissance de 3,3%. Un taux qui a été choisi arbitrairement. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi le ministère de l'économie a suivi la Banque mondiale dans la prévision du taux de croissance pour l'année 2025, 2,6%. Qui est mais 2,6, pas pour l'année 2026. La Banque mondiale prévoit 2,1% pour la Tunisie. D'où provient cet optimisme alors que le projet de loi de finances ne comporte pas des mesures courageuses pour booster l'investissement et la croissance. Et c'est d'ailleurs le même, je crois qu'on est en train de reproduire le même taux qui a été planifié en 2025, qui est 3,2%. C'est le même. Oui, mais malheureusement... Et dont on n'a réalisé que 2,4%. Sur les prévisions de la Banque mondiale, 2,6%, je considère que c'est aussi un taux optimiste. Pourquoi? Parce que actuellement, nous sommes à 2,4. Oui. Et pour assurer un 2,6, il faut au moins un 3,2% pour le quatrième trimestre. Sachant que le troisième trimestre, sachant que c'est l'IVA, au troisième trimestre, on a réalisé 0%. Oui, 0% en glissement trimestriel. Mais Voilà. en glissement annuel, on est à 2,4. 2,4, oui. Pour arriver à 2,6, les prévisions de la Banque mondiale, il faut au moins 3,2% pour le troisième trimestre en glissement annuel. Chose qui est relativement difficile. Peut-être très difficile même. On arrivera à 2,4 à 2,5 au grand max. Bien, de toute façon, si les pouvoirs publics ont établi ces slogans, c'est pour que qu'ils soient dans une prochaine étape plutôt concrétisée. Alors, les mesures qui sont proposées par le projet de loi de finances, est-ce qu'elles permettent réellement de concrétiser ces slogans, Sylvain Condeli? Oui, commençons par le premier slogan, c'est l'État social. Le projet de loi de finances a limité le rôle social de l'État à 3 fonctions. La première fonction, c'est le recrutement dans la fonction publique, la création de 51 878 emplois nouveaux. En fait, créer de l'emploi, c'est noble, mais pas dans la fonction publique. Attention, la valeur ajoutée de l'administration publique se mesure comptablement par la masse salariale et non pas par une création équivalente de richesse. La création de l'emploi dans la fonction publique ne peut être qu'improductif à court terme, surtout dans une administration égorgée de fonctionnaires. L'emploi productif, lui, est celui qui crée de la richesse, ne peut provenir que du secteur privé. Oui. Il faut des politiques, il faut alors des politiques incitatives à l'investissement et donc à la création de l'emploi dans le secteur privé. Le développement du secteur privé permet de booster la croissance et donc d'améliorer les recettes propres de l'État, ce qui lui permet de créer de nouveaux postes d'emploi. Sans croissance, sans investissement, l'État ne trouvera pas les moyens pour payer les nouveaux recrues. Soit il augmente alors les impôts, ou il emprunte auprès de la Banque centrale. Dans les deux cas, ce n'est pas
bénéfique à l'économie. Ça, c'est le premier point qui définit l'État social dans ce projet de loi de finances. Malheureusement, c'est une mauvaise définition. La deuxième fonction de l'État social, selon le projet de loi de finances, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat en augmentant les salaires pour les 3 années à venir, 2026, 2027, 2028, sans négociation salariale. Et là, c'est assez inhabituel, Sylvain. Hein. Et sans fixer le taux d'augmentation des salaires. Et ça, c'est assez inhabituel. Et pourtant, je pense que on a doté un montant pour ces augmentations, Sylvain, non? Oui, d'abord, on n'a pas l'habitude d'introduire de tels articles dans une loi de finances. C'est une hérésie. C'est la première fois qu'on introduit un article pareil dans une loi de finances. Depuis l'établissement des conventions collectives. Le ministère des Finances de revenir sur cette décision, d'aller vers des faibles augmentations de salaire en raison des contraintes, des équilibres budgétaires. Oui. Si l'État n'arrivera pas, par exemple, à atteindre le taux de croissance prévu, 3,3%, les recettes fiscales seront nécessairement plus faibles. Minorées, et l'État ne trouvera pas le financement nécessaire. Il sera obligé alors d'aller vers des augmentations minimales ou même de reporter ces augmentations pour une autre année. Si des mutations à l'échelle internationale provoquent une hausse du prix international du Brent au niveau supérieur que prévu, la facture des subventions va augmenter en conséquence. Et l'État se trouve contraint d'aller aussi vers des faibles augmentations de salaire qui ne garantissent pas un maintien du pouvoir d'achat. Surtout que l'inflation est très élevée pour les produits de base et elle est presque le triple de la moyenne pour les produits alimentaires et de base. L'État a consacré 900. 900, c'est réparti entre des augmentations salariales et également des nouveaux recrues. C'est un montant dérisoire. Il ne permet pas d'assurer le paiement des nouveaux recrues et aussi des augmentations de salaire. En fait, il me semble que si l'État veut jouer pleinement son rôle social, il devrait assurer l'amélioration de la qualité du service public, essentiellement d'éducation, de santé et de transport, plutôt que de s'impliquer dans un cercle vicieux, salaire-prix, qui généralement se termine par la victoire des prix et par une détérioration continue du pouvoir d'achat des citoyens. Si l'État veut vraiment jouer son rôle social, il devrait améliorer la qualité des services publics. Cela lui permet d'améliorer substantiellement le pouvoir d'achat des Tunisiens sans entrer dans le piège du cercle vicieux salaire-prix-inflation. Améliorer la qualité des services d'éducation, par exemple, réduit la charge des cours particuliers, incite les Tunisiens à inscrire leurs enfants dans les institutions publiques d'éducation, c'est en fait une amélioration effective de revenus des Tunisiens et donc de son pouvoir d'achat. La même chose pour la santé, l'amélioration de la qualité des services de soins publics incite les Tunisiens à se soigner dans les hôpitaux publics et ne seront plus obligés de se soigner dans les cliniques privées. Ils réduiront alors leurs dépenses de santé, ce qui leur permet d'améliorer leur pouvoir d'achat. Pareil pour le transport, une qualité meilleure du transport public et réduit les dépenses de carburant ou de transport privé et améliore le pouvoir d'achat des Tunisiens. Voilà comment je conçois le rôle social de l'État. Ce n'est pas à travers des augmentations de salaire avec risque de compromettre les équilibres budgétaires, mais à travers une amélioration de la qualité du service public, essentiellement d'éducation, de santé et de transport. Ça, c'est la deuxième fonction que je critique fortement au niveau de la fonction de l'État social. La troisième fonction allouée à l'État social dans le projet de loi de finances, c'est le soutien des systèmes de sécurité sociale à travers plusieurs redevances et impôts supplémentaires, comme des 100 millimes supplémentaires sur les cartes de recharge téléphonique ou une redevance sur la location de voitures, etc., etc. Or, qui va payer? C'est les citoyens tunisiens qui payent toutes ces redevances. C'est ça le problème. Ce qui affecte véritablement son pouvoir d'achat. Encore. En fait, résoudre la question des déficits des caisses de sécurité sociale ne doit pas se faire au détriment du pouvoir d'achat des Tunisiens. La question est beaucoup plus profonde. Les déficits des caisses de sécurité sociale proviennent d'une part d'une population qui vieillit de plus en plus. Cela signifie plus de pensions de retraite versées par les caisses et d'autre part, et surtout, une économie qui crée de moins en moins d'emplois et donc moins de cotisants sociaux. C'est ce qu'a montré le dernier recensement sur la population
et l'emploi de l'INS, pourquoi on n'exploite pas ces résultats pour tirer des conclusions et les mesures nécessaires? Surtout que nous avons dépensé des milliards dans cette enquête. Cela montre clairement que nous ne disposons pas de vision, malgré que nous disposons des moyens nécessaires pour avoir une vision claire. Les travaux publiés par l'INS et par l'ITSEC ou par l'ITES constituent une mine d'informations permettant de tracer une vision claire pour la Tunisie de demain. Malheureusement, tous ces documents sont mal utilisés, sont sous-exploités, ne sont pas bien exploités, malgré les efforts et les coûts dépensés pour l'élaboration de ces documents. Cela implique bien cette dichotomie entre les travaux de nos ministères. Pas de coordination ni de coopération dans le travail du gouvernement. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République a déjà évoqué cette question de coordination dans ses discours. Oui, c'est vrai. Célida, alors, revenons un peu au projet du budget de l'État. Alors, il y a certaines hypothèses qui ont été émises. Quelles sont-elles? Et puis, est-ce que vous trouvez qu'elles sont réalistes? Nous avons parlé du slogan de l'État social, mais le slogan du compter sur soi et de la souveraineté nationale, je crois que le slogan le plus important dans les discours du gouvernement, et si vous permettez, Simon, on en parle un peu de ce slogan qui est vraiment très très important. Et est-ce que le projet de loi de finances répond bien à ce slogan ou non? Si vous permettez, avant de passer à la question, à votre question. Parce que c'est lié aux slogans qui sont incorporés dans le projet de loi de finances. Tout à fait. Alors, malheureusement, le compter sur soi, lui aussi, est resté comme slogan. Mais un slogan plus ou moins ancien et date depuis 2022. Lorsque Monsieur le Président de la République avait annoncé une rupture totale avec les dictats du FMI, oui. Si vous le souvenez bien. Bien sûr. En fait, ce slogan a été réduit à un recours accru à l'emprunt intérieur, principalement auprès de la Banque centrale, contre une baisse de l'emprunt extérieur. Si cela est vrai, il doit figurer dans le budget de l'État depuis 2023. Or, le budget de l'État de 2023 a prévu un montant d'emprunt extérieur de 14,5 milliards de dinars sur un total d'emprunt de 19,1 milliards de dinars, soit près des 3/4. Oui. Alors que l'État, en définitive, n'a pu collecter que 5,8 sur les 14,5 milliards de dinars. C'est-à-dire juste le tiers. Soit seulement 40%. Même pas. En 2024, le gouvernement a triplé le montant de l'emprunt extérieur de 5,8 milliards de dinars à 16,5 milliards de dinars dans le budget de l'État de 2024, mais n'a pu collecter que 3,5 milliards de dinars, soit seulement 21%. Pire, en 2024, le budget de l'État a prévu un emprunt extérieur auprès de l'Algérie de 1500 milliards et auprès de l'Arabie Saoudite de 1000 milliards et auprès de l'Afrique Sim de 1500 milliards et nous n'avons obtenu aucun sou. En 2025, le gouvernement a presque doublé l'emprunt extérieur de 3,5 à 6,1 milliards de dinars, mais n'a pu collecter que 4,4 milliards de dinars. Et pourtant, malgré cet échec dans la mobilisation des ressources extérieures, le gouvernement a continué dans la même logique pour le budget 2026. Il a doublé le montant prévu des emprunts extérieurs et le montant de 4,4 milliards de dinars en 2025 est passé à 6,8 en 2026, soit une hausse de 2,4 milliards de dinars, tout en réduisant les emprunts intérieurs de 3,8 milliards. Conclusion, devant les difficultés de mobilisation des ressources extérieures, l'État se trouve contraint à s'orienter vers le marché intérieur. Les ressources intérieures. Non pas parce qu'il a choisi de le faire, mais par contrainte. Parce qu'il a rencontré des difficultés de mobiliser les montants prévus auprès des bailleurs de fonds. L'orientation vers l'emprunt intérieur n'est pas alors un choix de politique économique. Il ne résulte pas d'un choix du compter sur soi, mais plutôt une obligation. Le gouvernement se trouve contraint à aller vers la Banque centrale ou vers les banques tunisiennes pour financer un besoin non satisfait par l'emprunt extérieur, que le gouvernement en a choisi, mais
qu'il a échoué d'en collecter le montant prévu. Et on se rappelle bien de l'emprunt direct auprès de la BCT de 7 milliards en 2024, oui, qui a été demandé à la dernière minute par la ministre des Finances lors des discussions du projet de loi de finances de 2024, après un échec de mobilisation du montant de l'emprunt extérieur prévu. Autrement dit, la politique dite de compter sur soi n'est réellement pas une politique économique directe de l'incapacité du gouvernement à accéder au financement extérieur prévu dans son budget. Alors, pour ce fameux budget, au niveau de la structure, Sidi Vachkondeli, est-ce qu'il reflète les objectifs ou les slogans qui ont été cités dans ces projets? Pratiquement pas, parce que le budget de l'État de 2026 est de 79,6 milliards de dinars, oui, soit une augmentation de 3 milliards de dinars par rapport à 2025. Ce budget est financé par des recettes fiscales de 47,8 milliards de dinars, soit une augmentation de 3,3 milliards de dinars, supérieure à 3. Et donc, le projet de loi de finances est une loi fiscale par excellence. Les emprunts intérieurs seront de 19,1 milliards de dinars, soit dont 11, bien entendu, un emprunt direct auprès de la BCT, soit une baisse des emprunts intérieurs vont baisser de 3,8 milliards de dinars, alors que les emprunts extérieurs augmenteront de 2,4 milliards de dinars. Et donc, ça contredit le slogan de la souveraineté nationale et de la politique de compter sur soi. Pour les dépenses, les salaires seront de 25,3 milliards de dinars, une hausse de 900 millions de dinars. J'ai bien précisé que c'est très insuffisant pour financer les nouveaux recrues et en même temps assurer une augmentation digne des salaires. Au total, la masse salariale sur PIB diminue en passant de 14,2 à 13,3% du PIB et donc la Tunisie avance bien dans cette rubrique de réforme voulue par le Fonds monétaire international. C'est ce qui a été plutôt demandé par le FMI. Par le FMI, bien entendu, parce que le FMI cherchait depuis longtemps à réduire cette part de la masse salariale sur le PIB. Et bien maintenant, on est sur la bonne voie. Une baisse à peu près d'un point, tout un point de pourcentage. C'est important pour une année. Les subventions vont baisser aussi de 400 millions de dinars pour se stabiliser au niveau de 9,8 milliards de dinars, avec une part de subventions sur le PIB qui baisse de 5,9% en 2025 à 5,2% en 2026. La Tunisie aussi avance bien dans les réformes voulues par le FMI. Et ici, il y a deux points là à signaler. Le premier point concerne la conformité avec le slogan de l'État social, avec cette baisse des dépenses sociales, les subventions. Les subventions sont des dépenses sociales. Bien sûr. Et le deuxième point, cette baisse ne veut pas dire une suppression progressive des subventions, mais plutôt une restriction des importations des produits de base subventionnés. Et donc un problème d'approvisionnement du marché local. Intérieur. On voit bien qu'on avance dans les réformes. On est contre le slogan de l'État social, malgré que nous disons toujours que nous sommes contre les négociations avec le FMI. Là, il y a une sorte de paradoxe. Un paradoxe, bien entendu. Le remboursement de la dette intérieure baissera de 800 millions de dinars et celui de la dette extérieure baissera de 700 millions de dinars. Avec l'amélioration de la conjoncture internationale concernant la reprise de la croissance en Europe et la baisse des prix du pétrole pour l'année 2026, il semble que l'année 2026 est une année très facile pour le gouvernement. On paye moins de dettes. La conjoncture internationale est extrêmement favorable. Donc, c'est l'année ou jamais où on doit vraiment prendre des mesures audacieuses, courageuses pour inciter à l'investissement et réaliser des taux de croissance très élevés. Mais est-ce que c'est réellement le cas, Sidi Vachkondeli, lorsqu'on regarde un peu la répartition du budget de l'État par ministère?
Est-ce que vraiment cela répond aux mutations économiques et sociales? Par ministère, c'est la défense, l'intérieur et la justice qui accaparent la part Comme la plus d'habitude. importante. C'est 21,4% des dépenses de l'État. Ensuite, l'éducation, l'enseignement supérieur. Et ensuite, l'industrie, l'énergie et les mines. En 2026, nous avons prévu une augmentation de 1567,6 millions de dinars, Oui. Essentiellement pour l'éducation, les nouveaux recrues, aussi pour l'intérieur et la défense, et pour le ministère des Affaires sociales, et aussi pour la santé, 350 millions de dinars. Mais ce qui est choquant, d'abord, sur le plan politique, il n'y aurait pas de mahkama de Soria. Oui. Ouais. Mais ce qui est choquant, c'est la baisse. Voilà. Tribunal constitutionnel, oui. De ministère de l'Industrie, des Mines et de l'énergie. Une baisse très importante de 2110,2 millions de dinars. Ça paraît vraiment bizarre, Sylvain. Hein? Malgré que les événements à Gabès et la nécessité de trouver des solutions pour le groupe chimique. Oui. Qui nécessite vraiment un budget conséquent, très important. Et malgré la nécessité de renouveler les appareils au niveau des machines, les équipements, oui. Au niveau des mines, et également les chemins de fer, du transport, sont dans un piteux état, malheureusement. Chimique, etc. Vraiment, on est choqué de cette baisse du budget du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'énergie. Alors, sinon, c'est surprenant, vraiment surprenant. Alors, sinon, pour conclure, Céliva, quelles sont vos propositions là, de manière très rapide? J'ai beaucoup critiqué l'impôt sur la fortune et j'ai dit que cet impôt risque de provoquer une baisse de la liquidité dans les banques, puisque cet impôt a coïncidé avec l'instauration du système d'ECOBA au niveau du suivi des comptes bancaires et postaux. Concrètement, cela consiste en quoi ce système, Sylvain? Parce que l'épargne fait partie de l'assiette de l'impôt sur la fortune. Et l'épargne en plus de l'immobilier risque de provoquer un transfert de la liquidité des caisses des banques et de la poste vers le secteur informel, bien entendu. Nous avons vu cela avec la fameuse loi sur l'échec qui a engendré une augmentation considérable de la liquidité des transactions liquides. Et c'est l'image du secteur informel qui a augmenté considérablement. Si on ajoute à cela l'impôt sur la fortune, on risque de provoquer ce problème-là, surtout que les pays qui ont instauré cet impôt l'ont supprimé à travers le temps. Et pourquoi? Parce que le rendement de celui-ci est très faible. Ne suffit même pas à financer le coût de l'instauration de cet impôt. Et bien entendu, c'est très difficile d'évaluer le patrimoine des individus, sachant que le gouvernement a trouvé des problèmes au niveau de l'évaluation de son patrimoine. Comment il va évaluer le patrimoine des personnes physiques et des personnes morales. Et donc c'est une difficulté très importante qui nécessite des coûts élevés. Ces coûts peuvent dépasser le rendement de l'impôt lui-même. De cet impôt. Donc je conseille vraiment de supprimer cet article concernant l'impôt sur
sur la fortune. Je recommande aussi de plafonner l'emprunt direct auprès de la Banque centrale seulement à 6. 6, pourquoi? Au lieu de 11. C'est le montant des dépenses d'investissement. Pourquoi? Parce que si cet emprunt s'oriente vers les dépenses de consommation, alors les conséquences seront certainement néfastes pour l'économie et en plus des effets d'éviction que peut provoquer cet emprunt sur les entreprises privés. J'ai recommandé également de consacrer une partie de cet emprunt direct au financement du projet photovoltaïque de l'ASTEC. Cela permet de réduire la facture énergétique pour les familles tunisiennes, la facture énergétique pour les entreprises. Cela contribue à réduire l'inflation, la mission principale de la Banque centrale, et à réduire le déficit énergétique énorme. Nous sommes à 9,2 milliards de dinars contre un déficit commercial de 18. Plus de 18. C'est la moitié. Oui. J'ai recommandé également des mesures très fortes pour inciter à l'exportation parce que qui fait un peu du surplace. Les chiffres des 10 premiers mois du commerce extérieur de la Tunisie montrent un blocage. C'est pas l'exportation. Les exportations ne changent pas. Ils sont presque stables. C'est du l'investissement privé également est bloqué et donc il faut trouver des mesures incitatives à l'investissement privé, non pas seulement pour les entreprises communautaires, mais aussi pour les PME, et pour les grandes entreprises, essentiellement exportatrices. Et bien voilà essentiellement certaines des recommandations qui peuvent améliorer le contenu du projet de loi de finances. Sylvain, merci beaucoup pour cet entretien tellement bénéfique, là où vous nous avez parlé du budget de l'État, de la loi de finances et puis de vos recommandations par rapport à ce projet qui est en train d'être examiné au niveau de la Chambre des députés. Nous vous en remercions et vous disons à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Retour à la musique avant de retrouver le journal parlé de 19h avec Amira Bouchard. Tout de suite, James Ingram, 100 Ways. Compliment what she does, send her roses just because. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer. To see